Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Latest Smart en ce vendredi soir, dernière émission de la semaine. Mais comme chaque soir, avec mes deux invités, durant une heure, on va tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment, tout le moins les grands enjeux économiques du moment. Voilà, centré quand même sur une certaine actualité. L'actualité de la semaine, on en a parlé déjà depuis quelques jours. C'était la semaine des 100 jours aux États-Unis. 100 jours après l'investiture de Joe Biden, son discours de mercredi soir. On en a pas mal parlé dans l'émission ces 2 derniers jours. On va continuer à tirer un fil sur la même pelote autour de ce sujet de l'actualité américaine et de ce big government que nous annonce M. Biden, en se posant la question, vu d'ici, vu d'Europe, vu de France notamment, faut-il s'inspirer de Biden? Il y a une Biden mania, manifestement, chez certains ces derniers jours, ces dernières semaines. Voilà, est-ce que c'est bien légitime? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que les situations sont comparables? Bref, beaucoup de questions à poser à mes deux invités sur ce point-là. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra aussi, c'était la semaine du point de vue des entreprises cotées en bourse, notamment à Wall Street. On a eu beaucoup de résultats, notamment beaucoup de résultats du côté des grandes entreprises de la tech, les big tech. On dit là-bas, chez nous on dit plus souvent les GAFA, c'est la même chose. Avec pour tous, absolument tous, des résultats trimestriels sur les 3 premiers mois de l'année, donc absolument époustouflants, à la fois en termes de croissance du chiffre d'affaires, et surtout, c'est ce qui nous occupera ce soir, en termes de croissance des profits. On arrive à des niveaux de profit pour ces quelques grosses entreprises absolument hallucinants, des profits en milliards de dollars sur 3 mois, parfois en dizaines de milliards de dollars sur 3 mois. Où est-ce que ça s'arrêtera et qu'est-ce que ça pose comme question d'un point de vue économique que ces super profits, ces hyper profits, écrivait Jean-Marc Vittori dans les Échos hier. Ce sera donc notre deuxième débat. Ce soir en compagnie de Mathilde Aubry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'EM Normandie, l'École de Management Normandie, de différents. Bonsoir. Bonsoir. Économiste également, directeur général de Rexecode. Merci à tous les deux. Bienvenue. Tout de suite, la question apéritive. On va parler de croissance française. On a eu les chiffres ce matin. Hier soir, nous avions démarré l'émission avec le chiffre de la croissance américaine pour le premier trimestre, 6,4%, ça c'est en annualisé. Ce soir, nous démarrons l'émission avec le chiffre français pour le même premier trimestre, le même produit intérieur brut. Le chiffre, alors attention, c'est pas comparable, c'est plus 0,4%, mais là pour le coup, c'est sur le trimestre, c'est pas annualisé, donc déjà il faudrait multiplier ce chiffre pour le comparer. Mais quand même, alors plus 0,4, c'est la question, elle est posée en bas de l'écran, là, on est bien pour l'interrogation. Alors, Denis Ferrand, avant même de vous passer la parole, je vous ai lu sur Twitter, petite progression, plus 0,4, ok, inférieur de 4,4% à son niveau pré-pandémie, acquis de croissance pour 2021 déjà à 4,1%, l'investissement est dynamique, le commerce extérieur pèse sur la croissance. Autre commentaire, avec un regard là, par rapport aux autres pays qui ont publié aussi aujourd'hui, Jean-François Robin, un autre habitué de ce plateau, bonne surprise avec le plus 0,4, ok, malgré le confinement. La France qui surperforme en Europe, nous rappelle-t-il, baisse du PIB allemand, espagnol, italien ou portugais. Avec les chiffres, vous les voyez, moins 1,7, moins 0,5, moins 0,4. Portugais, sévère rechute à moins 3,3. Regardez ce que ça donne en courbe. Là, c'est Bruno Fernandez qui nous a fait la courbe avec les 4 pays. Vous voyez les couleurs, etc. Donc là encore, lui, il s'étonne notamment de la différence avec l'Espagne, alors que les confinements et les restrictions étaient moins fortes en Espagne. Et puis, dernier commentaire, cette fois-ci celui du Financial Times, qui, à l'occasion de publication du PIB allemand et du PIB de l'eurozone, qui est en baisse de 0,6 aussi. Alors lui, il évoque l'eurozone qui fait face à double deep recession, c'est-à-dire le W, c'est-à-dire la rechute, précisément ce qu'on n'a pas eu aux États-Unis, en tout cas jusqu'ici, et ce qu'on semble ne pas avoir en France. Mathilde, votre commentaire. Alors, est-ce qu'il faut se désoler par rapport aux chiffres américains, ou est-ce qu'il faut se réjouir par rapport aux chiffres des autres pays d'Europe quand on voit ce petit plus 0,4 français, selon vous? Alors, selon moi, à partir du moment où on parle de croissance, moi j'ai toujours envie de me réjouir, parce que se réjouir pour la croissance, c'est donner de la confiance. Quand on regarde un petit peu les chiffres de l'INSEE,
On voit que la confiance, en revanche, est restée relativement stable. Donc, on a besoin d'un retour de la confiance véritablement. Vous avez tweeté la confiance telle qu'elle est mesurée par l'INSEE, avec son indicateur synthétique dans son enquête mensuelle. On en parlait il y a 2 jours, qui était stable, là aussi, sur le... qui est assez stable. Donc, on a besoin, donc j'ai envie de dire, oui, on est bien, juste pour que la confiance revienne et que ça relance un peu la consommation. En matière d'économie, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Moi, j'ai cette tendance-là, de dire qu'à un moment donné, il faut garder le moral, et c'est ce qui va faire aussi que ça va pouvoir revenir. On a vu que les capacités de production s'accroissent. La consommation, par contre, elle reste assez faible, ce qui explique que le taux reste assez faible. Donc on dit qu'on est bien juste pour pouvoir remonter tout ça. Et puis après, juste un petit point quand même, on parle d'une période un peu particulière. Parler du PIB, parler de la croissance en se fiant au PIB, c'est pratique pour pouvoir comparer les pays. Mais aujourd'hui, c'est quand même compliqué, notamment avec tout ce qu'est le développement du numérique. On a de plus en plus d'économistes qui remettent en question aussi cette mesure. Donc moi, j'ai beaucoup de mal en fait à communiquer C'est comme le capitaliste, c'est pas génial, mais on n'a pas trouvé mieux, quoi. On n'a pas trouvé mieux, mais en même temps, il y a de plus en plus d'économistes qui commencent à proposer des choses nouvelles, que ce soit en prenant plus en compte le numérique, en prenant plus en compte la valeur et l'apport des biens. Aujourd'hui, à partir du moment où je ne paye pas, où un bien est gratuit, il n'est pas pris en compte dans mon PIB. Et aujourd'hui, encore plus après 1 an de confinement et 1 an d'utilisation massive du numérique, comment est-ce qu'on peut encore mesurer l'économie avec le PIB ? On se posait la question pour l'Espagne, je vais être caricaturale au possible. Si on augmente la quantité de consommation d'alcool, on augmente le PIB. Est-ce qu'on doit s'en réjouir pour autant ? Je ne suis pas certaine. Donc, j'ai beaucoup de mal à commenter en fait les évolutions de la croissance, même si ça reste un outil assez... Je trouvez que c'est une réalité un petit peu biaisée, quoi. Un peu biaisée. En même temps, il faut bien un indicateur. Il est quand même globalement cohérent d'un pays à l'autre. Mais de plus en plus, ça reste compliqué, notamment après cette année-là. Je pense que c'est le moment peut-être de s'interroger sur cette mesure-là quand même, parce que ne serait-ce que pour prendre en compte l'augmentation de la consommation dans les biens numériques. Pour moi, c'est quelque chose dont on reparlera aussi par la suite. Mais ça sera beaucoup plus facile d'évoquer le PIB, parce que même si ça reste un outil utile pour des comparaisons, en fonction des pays, si c'est un outil qui nous guide en termes de politique économique ou en termes de décision entrepreneuriale, on risque d'arriver... c'est l'étape d'après. Si on les cite, si on les commande, c'est parce qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est qu'ils réaugmentent. Et si on le fait réaugmenter, à nouveau, je suis dans la caricature, en augmentant la consommation d'alcool, c'est dommage. Donc voilà, c'est peut-être le moment aujourd'hui de s'interroger sur l'utilisation du PIB. Quand j'étais étudiant, Sciences Po, je ne devrais pas le dire, mais Jean-Claude Casanova, à l'époque, effectivement, qui était le prof d'éco, expliquait que quand l'économiste épouse sa femme de ménage, il fait baisser le PIB. Oui, c'est ça. Alors c'était très, très, très phallocrate, évidemment. Mais c'était l'exemple inverse un autre type d'exemple de l'absurdité éventuelle de la mesure économique. Mais bon, il faut bien une mesure dans le PIB. Il y a l'investissement, il y a la consommation, il y a le commerce extérieur. Quand on creuse, l'investissement plutôt très bien. La consommation, Mathilde le disait, plutôt flat, mais bon, on peut comprendre, puisqu'on est censé rester chez soi. Le commerce extérieur, pas génial. Comment il faut... Voilà, c'est effectivement, vous avez moitié plein, moitié plein, moitié vide. Est-ce qu'on est bien ? Point d'interrogation. Effectivement, tout dépend de ce que l'on regarde. Parce que on peut aller du rose au noir, avec le rose, c'est ce qui se passe quand même sur l'investissement. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment tout à fait remarquable. C'est habituellement, dans les récessions, l'investissement recule plus que ne le fait le PIB. Or, le PIB, il est 4,4% de son niveau de pandémie, mais l'investissement, il n'est que 2,4% pré-pandémie, pardon, il n'est que 2,4% en dessous. Et donc, l'investissement a moins réagi que ne l'a fait le PIB. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Autre élément exceptionnel, mais qui, cette fois, va à l'inverse. Exceptionnel par rapport à une crise habituelle, entre guillemets. En général, pendant les crises, on améliore notre solde extérieur. Et bien, cette fois-ci, on l'a dégradé pendant la récession. Alors, bien sûr, il y a le fait que cette récession, elle porte sur des éléments qui sont des points forts habituels de notre commerce extérieur, évidemment le tourisme et l'aéronautique. Mais on se rend compte aussi qu'on a perdu, notamment dans notre capacité à exporter, par exemple, des véhicules automobiles, parce qu'on a peut-être aussi été plus sujet aux restrictions de production qui se sont passées avec... on connaît tous les problèmes d'approvisionnement, vous en avez déjà parlé abondamment. Ces problèmes d'approvisionnement commencent aussi à peser sur les exportations. Et ça, je pense que c'est un élément que l'on n'intègre pas assez dans les prévisions. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les enquêtes qu'il y a désormais plus de chefs d'entreprise qui se déclarent confrontés à des difficultés dans leur capacité à délivrer, à produire. Ils ont plus de difficultés d'offres
qu'il y a de chefs d'entreprise qui se déclarent contraints dans leur activité par le niveau de la demande. Et ça, c'est un basculement qui est tout à fait nouveau et que je ne suis pas certain qu'on l'ait d'ores et déjà bien intégré dans les prévisions. Est-ce qu'on sait pourquoi on va un petit peu moins mal que les autres grands pays de la zone euro? Alors, ce n'était pas le cas vis-à-vis de l'Allemagne jusqu'à présent, ça allait le cas cette fois-ci. Est-ce que c'est l'épaisseur du trait? Est-ce que c'est significatif? On est un petit peu quand même plus près du niveau pré-pandémie quand on regarde que l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, pardon, pas la Grande-Bretagne, c'est pas la zone euro. C'est significatif, ça veut dire quelque chose où là on est vraiment dans le micro-truc et ça peut changer de... Non, c'est l'épaisseur du trait. En plus, pour l'instant, il n'y a que la France qui a donné le détail entre consommation et investissement. Ouais. Les autres n'ont donné que le PIB, donc on ne peut pas savoir véritablement ce qu'il y a en sous-jacent. Ouais. Et puis vis-à-vis de l'Allemagne, c'est bien de regarder le point d'arrivée, mais c'est bien aussi de regarder le chemin. Le plongeon initial a été d'une ampleur quand même bien plus marquée en France qu'il ne l'a été quasiment en Allemagne. Ouais. Donc voilà, je ne m'attarderai pas trop sur... Comparaison et encore moins raison dans ce domaine que de façon générale. Un mot sur cette comparaison avec la raison qui expliquerait que ça va un peu moins mal. Là, pour le coup, je rejoins complètement. Et puis, les politiques en termes de confinement et de calendrier n'ont pas toujours été les mêmes. Donc effectivement, là-dessus, c'est difficile de comparer aujourd'hui dans la zone euro. Allez, on passe à notre premier gros sujet. Celui-là était déjà pas mal, cela dit. On va s'intéresser à la question de savoir s'il faut importer les idées de M. Biden chez nous. C'était donc l'une des actualités dominantes cette semaine, les 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche. C'était très précisément hier, le 100e jour. Mercredi soir, c'était son discours pour la première fois devant le Congrès réuni un peu virtuellement, parce que globalement, il n'y a pas grand monde dans la salle pour des raisons sanitaires, mais c'était la première fois que le président des États-Unis, le nouveau, s'exprimait devant le Congrès. Il en a profité pour annoncer son nouveau plan, l'American Families Plan, avec 1800 milliards de dollars qui se rajoutent aux 2300 milliards du plan précédent et 1800 milliards du plan encore précédent. Hier, le thème, c'était l'homme qui valait 6000 milliards. Joe Biden, il y a une phrase qui a plu pas mal en France, notamment chez les critiques ou les adversaires du chef de l'État. Il a dit « La théorie du ruissellement n'a jamais fonctionné ». Alors, effectivement, ça a été repris par Brut, qui résume son discours. Joe Biden veut taxer les super riches et les grandes entreprises pour lutter contre les inégalités. Voilà ce qu'il a annoncé, blabla. Commentaire de François Ruffin, député insoumis, l'épidémie que Macron redoute le plus, la Bidenite ou la Bidenite, taxer les riches et les multinationales. Et si ce virus traversait l'Atlantique, et s'il contaminait les esprits? Pareil, le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, était invité de la télévision ce matin. Il nous a dit « J'ai l'impression que Joe Biden a pris sa carte au Parti communiste français ». Il s'est réjoui lui aussi. Petit commentaire de confrère Claude Veil qui dit « Voilà, on n'en est quand même pas aux États-Unis quand on compare les dépenses de protection sociale, taux de prélèvement obligatoire, taux marginal de l'impôt, etc. » Il nous dit, je crois qu'on a encore un peu de marge, camarade. Et puis à l'inverse, dans l'opinion, c'était ça une ce matin, Biden, le grand malentendu français, le nouveau président américain fait l'admiration de la classe politique française, à gauche comme à droite, quasiment normal. Il dépense à tout va, mais attention, la situation des deux pays n'a rien à voir. Alors évidemment que la situation des deux pays n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre ou pas, selon vous, Mathilde, dans soit la tonalité du discours, soit l'ambiance générale, soit les éléments précis éventuellement du discours. Il a balayé assez large, il fait attention, quand il parle d'hausse d'impôts, de dire que ça concerne très peu de monde, 0,3% des Américains, au-dessus d'un fonctionnement de revenus. Il insiste beaucoup sur les classes moyennes, sur les classes ouvrières, sur la démocratie. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse ou qu'est-ce qui vous... ou pas d'ailleurs dans ce discours et avec votre regard d'économiste, qu'est-ce qui vous paraît intéressant à scruter? Parce que relever les impôts, on sait faire. Enfin, globalement, on a des impôts quand même nettement plus élevés que chez eux. Alors moi, ce qui me semble vraiment intéressant dans tout ce qui se passe autour de ce discours de Biden, c'est pas forcément parler du côté des impôts, mais c'est aussi se rappeler que des impôts, ça sert à quelque chose. Et de plutôt les dépenses, alors. Et voilà, et plutôt d'évoquer à quoi, et surtout les dépenses, mais de dire à quoi elles vont servir. Et c'est ce que Biden essaye de faire quelque part. Il explique qu'elles vont servir à des infrastructures, il explique qu'elles vont aller vers de l'éducation. Et en fait, il met en avant, plutôt que les impôts et les sommes que ça représente, il essaye de mettre à quoi ça va servir et pourquoi on paye des impôts, en essayant de montrer que même payer des impôts, c'est pas forcément une punition, c'est une participation collective à un effort qui servira à tous. On voit bien que dans le positionnement de Biden, il y a vraiment cette idée de servir. Biden, il est américain et il se bat pour les États-Unis. Son objectif, très clairement, on y reviendra de toute façon, c'est de faire baisser le chômage aux États-Unis. Et il met en avant que cette hausse d'impôts,
nouveau, elle va servir à ça, à faire revenir des entreprises sur le territoire américain, à développer l'économie sur le territoire américain, à rendre plus dynamique l'économie américaine. Alors, effectivement, de fait, je crois que le terme qui a été le plus utilisé dans ce discours de mercredi soir, c'est jobs. Donc, effectivement, on parlait des emplois. Totalement. Et le plan d'avance et le plan infrastructure, il n'avait pas été appelé plan infrastructure, il avait déjà été appelé American Jobs Plan, le plan à 2300 milliards. Premier regard, Denis, sur l'inspiration éventuelle qu'il faudrait ou pas avoir à partir de... le discours et puis globalement tout ce qui a pu être en matière économique, en tout cas, on n'a pas le temps de parler du reste, présenté outre-Atlantique. Ce qui m'intéresse, enfin ce que je trouve le plus frappant dans les points que vous avez évoqués, notamment, c'est le mot classe moyenne. C'est-à-dire qu'on voit bien, on sait la dualisation qu'il y a sur le marché du travail et comment vous avez les deux entités qui se sont éloignées, les très riches et puis les pauvres, et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, c'est essayer de reparler à une classe qui, en plus, a fui quand même en grande partie le camp démocrate, qui a été quand même assez sensible aux sirènes trumpistes. Il y a quand même une part de calcul politique. Qui est un peu rattrapé par la culotte dans 2-3 États lors de l'élection. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été élu. Il va les sécuriser parce qu'en fait, l'enjeu, il est véritablement sur cette catégorie de population. De toute façon, les ultra-riches, il ne les mènera pas. Et surtout pour les élections de mi-mandat qui vont arriver maintenant très vite. Donc. Les ultra-riches, à la limite, c'est pas leur problème. Ils peuvent très bien voter démocrate d'ailleurs. Enfin, genre les plus riches, souvent, que ce soit à Wall Street ou en Californie, ils votent très bien démocrate. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que, ce faisant, il parle aux classes moyennes avec deux aspects. Il parle avec, effectivement, jobs, comme le disait Trump lui-même, mais également avec l'enjeu d'éducation. Et cet enjeu d'éducation, c'est aussi peut-être essayer de casser ce qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, à savoir une société d'héritiers. Je suis riche, j'achète la place de mon gamin à Harvard. En gros, et c'est quelque chose qui est totalement anti-américain, en tout cas anti-représentation de ce que sont les États-Unis. Et donc, ce qu'il cherche à casser, c'est précisément de redonner la possibilité à chacun de se révéler par l'intermédiaire du système éducatif, parce que ce sera promoteur de retrouver un job, et c'est de redonner une possibilité à chacun de se reconstruire sa frontière. Enfin, la frontière, c'est le mot mythique aux États-Unis, qui ne figure pas d'ailleurs, je ne crois pas l'avoir entendu dans le discours de Biden, mais il y a toujours pour chacun un besoin de se donner une aspiration. Et l'aspiration, elle est passée en grande partie par les universités, mais ces grandes universités se sont trouvées de plus en plus fermées à ceux qui n'avaient pas forcément les moyens pour y accéder. Il y a aussi un autre plan qui est tout à fait important de ce point de vue, c'est ce qui est en train de se préparer peut-être sur les prêts aux étudiants, où il y aurait peut-être une dénonciation des prêts aux étudiants qui ont été contractés, parce que c'est aussi une épée, non pas une épée de Damoclès, mais en tout cas un sac à dos quand même extrêmement chargé qui se porte. Donc, si vous voulez, on disait même que ça pourrait être les prochains subprimes, c'est-à-dire un truc qui explose à la tête de tout le système, compte tenu des niveaux absolument colossaux de la dette étudiante aux États-Unis. Et c'est bien cette cohérence, si vous voulez, c'est pas seulement les jobs immédiats, mais c'est redonner la possibilité de se révéler parce que l'université redevient accessible, parce que vous n'êtes pas chargé comme une mule une fois que vous avez fini vos études. Voilà, je pense que c'est la cohérence, me semble-t-il, du discours. En même temps, on pourrait aussi dire que Joe Biden, il propose que les Américains deviennent un petit peu plus européens, justement par rapport à ces dénonciations, en tout cas ces critiques qu'il fait sur le système ou ce qui était devenu le système. Si je reviens sur en quoi ça pourrait nous intéresser, nous inspirer. Nous, on a quand même globalement des routes qui sont en meilleure qualité, qui sont globalement bien entretenues, donc il y a moins de sujets d'infrastructure au sens classique du terme. Les impôts, on a des impôts qui sont beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis, donc l'idée de dire ils sont tombés trop bas, peut-être quand même il faut les relever un petit peu, est quand même moins adapté. Est-ce que qu'est-ce que sur l'inspiration du point de vue des Français, est-ce qu'il y a une quelconque intérêt à se dire il faut s'inspirer pour chez nous, et pas uniquement en termes purement inspirationnels, dans le concret? Finalement, dans ce qui ressort, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans le discours de Biden et l'opposition, c'est aussi son rapport avec l'impôt sur les sociétés. Et cette idée d'un impôt sur les sociétés, sur les multinationales mondiales. Ça, c'est quelque chose pour lequel la France et l'Europe étaient encore un peu timides par rapport à ça, pour le dire assez simplement. Mais
mais pour lequel il y a vraiment une réflexion à avoir. Finalement, Biden ne le fait pas forcément par une volonté d'une action collective mondiale, il le fait par intérêt. Mais si cet intérêt peut servir finalement aussi ce qui se passe en Europe et mettre fin aux politiques de paradis fiscaux, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour l'Europe. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose forcément sur lequel il va falloir s'inspirer et prendre position très très vite. Oui, alors là pour le coup, ce qu'il propose, c'est que ça s'applique aux autres pays. Donc effectivement, c'est plus que de l'aspiration, c'est quasiment de l'imposition à tous les sens, à tous les sens du terme. Effectivement, les États-Unis sont probablement en train d'arriver à mettre tout le monde d'accord sur un sujet sur lequel les Européens étaient incapables de se mettre d'accord entre eux, compte tenu des divergences fiscales, du fait qu'il n'y a pas du tout d'harmonie fiscale sur ces sujets en Europe. L'exemple caricatural, c'est l'Irlande, de ce point de vue. Dont est originaire la famille de Joe Biden, puisque en Amérique, il est considéré comme Irish. Hein, oui, mais l'Irlande, rappelons-nous ce qui s'est passé en 2008. L'Irlande appelait l'Europe à l'aide. On n'a même pas été foutu à ce moment-là de dire à l'Irlande, bon écoutez, une petite contrepartie quand même. La petite contrepartie, votre 12,5, vous l'oubliez. Ça serait bien. Là, maintenant, Biden va probablement, je ne sais pas, peut-être que j'anticipe un peu trop, mais il va peut-être réussir à remettre un peu d'ordre au total dans la maison Europe. De ce point de vue. Et ça, c'est, je pense, une sacrée bonne nouvelle. C'est vraiment dommage que cela vienne de l'extérieur, mais c'est au moins cet objectif. Si ça peut servir les intérêts aussi européens, pourquoi pas ? Évidemment. Sur le constat qu'il fait sur la société américaine, ce que vous évoquiez tout à l'heure, notamment en disant il n'y a pas que... Il y a plusieurs dimensions dans son constat. Est-ce que là, il y a des choses qui sont... parliez d'éducation ou de choses comme ça, des choses qui vous paraissent s'appliquer en termes de constat à nos sociétés, à nous de ce côté-ci de l'Atlantique, ou même carrément en France, hein, on est en France. Le livre de Piketty a eu un écho très important aux États-Unis parce que ça renvoyait à une situation américaine. Et c'était ce livre qui dénonçait l'augmentation, le fait que le 1% le plus riche s'accapare une proportion sans cesse croissante à la fois des revenus mais également du patrimoine. C'est pas forcément tout à fait la même chose de ce côté. Donc, effectivement, il y a une affaire de proportion qui est quand même extrêmement importante. N'oublions pas non plus que l'on revient. Alors après, il va falloir bien décomposer la situation qui a lieu aux États-Unis et celle qui est en Europe. En Europe, c'est encore 27 pays qui ont chacun des législations spécifiques. Bien entendu, chaque État a ses propres règles fiscales, mais il y a ses propres règles fiscales en plus de la position fédérale. Hein. C'est-à-dire que par rapport au 28, qui est l'objectif visé pour l'imposition sur les sociétés par Joe Biden, qui viendrait de 21, effectivement, il faut rajouter plusieurs points d'imposition en plus au niveau de chaque État. Donc, on dépasserait allègrement les 30% et on se rapprocherait du taux en vigueur chez nous, qui est appelé à baisser, mais on ne sait pas si ça se fera toujours. Ça va un peu dépendre de la campagne électorale à venir. Vous le disiez tout à l'heure, il a quand même rappelé que c'est quand même America First. Hein, je faisais la citation hier déjà dans l'émission, je la refais. Il a quand même dit il n'y a pas de raison pour que les hélices d'éoliennes, puisqu'il a quand même beaucoup insisté sur le green, ne puissent pas être construites à Pittsburgh plutôt qu'à Pékin. C'est quand même l'Amérique d'abord sur le plan économique. Là-dessus, il assume. Est-ce que là-dessus, il est moins naïf qu'on peut l'être en Europe, justement, peut-être par rapport à la question de la libre concurrence, par rapport à l'OMC et tout ça? Il est plus dans la lignée de son prédécesseur, là, quand même. Complètement, ça reste quelque chose, mais en même temps, ça reste quelque chose qui, à nouveau, qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui. L'Europe aussi commence à avoir un discours un peu plus souverainiste, à rappeler que sur certains domaines, et notamment les domaines innovants, il va falloir repenser à une relocalisation, il va falloir réintroduire de la production à l'échelle européenne. On l'a vu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la pénurie de semi-conducteurs. L'Europe a été une des premières victimes de cette pénurie-là, en tout cas une des plus importantes victimes de cette pénurie-là, et va avoir besoin aussi de relocaliser une partie de cette industrie haut de gamme et industrie de pointe. Est-ce que globalement, c'était un papier là aussi dans l'opinion il y a 2 jours, je crois, est-ce que le protectionnisme devient business as usual? Il est revenu sur aucune des augmentations de tarifs douaniers à date, hein, pour l'instant. Il a dit qu'il faudrait peut-être s'arranger avec l'Europe, peut-être mettre un jour un terme à ce sempiternel dossier Airbus-Boeing. Mais pour l'instant, rien n'a bougé. Globalement, le journaliste avait fait le calcul. L'an dernier, 2332 mesures restrictives aux échanges ont été prises dans le monde, en hausse de 44% par rapport à 2019. Le nombre de mesures sur entrave entre guillemets au libre commerce. Est-ce que ça, c'est cette espèce de... Est-ce que le protectionnisme revient? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est
un export des États-Unis? Non, c'est plutôt une importation américaine, parce que ces réactions, les actions américaines sont en réalité des réactions. Quand vous regardez justement, il y a j'ai oublié le nom de cette revue qui fait le point sur les mesures protectionnistes qui sont adoptés partout dans le monde, on se rend compte que c'était d'abord les pays émergents, les pays européens qui les ont déployés au cours des années 2010, et ce sont les États-Unis qui ensuite ont commencé à en déployer, Obama étant le premier à en déployer, bien avant Trump. Donc, notamment, c'était, je crois, sur les machines à laver, sur l'acier, sur les pneus. Donc, en fait, on voit qu'on est passé dans un moment qui est un peu plus critique. La question est de savoir qu'est-ce qui devient stratégique. Parce que prendre l'exemple des éoliennes qu'on pourrait produire à Pittsburgh, est-ce que c'est vraiment sur les éoliennes qu'il y a un enjeu? Est-ce que stratégiquement elles soient produites à Pittsburgh ou plus largement aux États-Unis? Quels sont les produits qui font vraiment sens du point de vue stratégique, sur lesquels il faut avoir la maîtrise de l'appareil de production, parce qu'on enlève une dépendance extrêmement sur l'électronique, sur les semi-conducteurs qu'évoquait Mathilde, il n'y a aucun doute. Tout à fait. Oui, mais c'est aussi toute la maîtrise. Mais bon, les énergies renouvelables, on pourrait considérer que demain, alors peut-être pas la pale elle-même, mais en tout cas les composants, etc. Exactement. Oui, où est la valeur? Le solaire, tous les panneaux solaires, ça vient à 90% de Chine aujourd'hui. Mais c'est bien d'identifier dans chacun des segments industriels, dans chacune des réponses que l'on déploie, où est la valeur stratégique de chaque bien. C'est peut-être pas forcément dans la pale, encore qu'il y a beaucoup de complexité technologique, me semble-t-il, mais il n'a pas parlé d'hydrogène, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui devient un axe stratégique extrêmement important? Il en a parlé quand il a parlé des CO2, enfin Puis il en avait parlé dans le plan d'avant, il y a un mois. Donc il a parlé qu'une heure cette fois-ci. Est-ce que dans la réglementation sociale, alors Joe Biden, c'est la tradition du Parti démocrate, il insiste beaucoup sur l'importance des syndicats. Il s'était prononcé avant le vote chez Amazon dans l'Alabama en faveur du truc. Bon, les salariés ont rejeté la création d'un syndicat, en l'occurrence dans cet entrepôt Amazon dans l'Alabama. Sur les droits des travailleurs, regardez, le secrétaire américain au travail hier, donc là c'est pas Joe Biden lui-même, c'est un des membres de son gouvernement, s'est dit hier favorable, des dépêches AFP, à ce que les chauffeurs Uber et Lyft, alors Lyft on connaît moins en Europe, mais c'est le gros concurrent d'Uber aux États-Unis, donc dans les VTC, ou les livreurs DoorDash c'est le Deliveroo américain, obtiennent un statut de salarié aux États-Unis, ce qui a fait chuter le cours de ces entreprises à Wall Street hier. Est-ce que sur ce type de choses-là, je suis toujours dans mon idée d'inspiration, de ce qu'il faudrait importer ou pas, c'est un sujet qui se pose chez nous en Europe évidemment aussi. Est-ce que vous imaginez que l'évolution de ce type de réglementation peut aussi venir des États-Unis à l'aune de cette nouvelle administration américaine? Tout à fait, c'est des choses intéressantes à observer. On a vu qu'il se passait des choses à cette échelle-là en Europe. C'est compliqué à mettre en place s'il y a une inspiration à l'extérieur et qu'il peut y avoir... ça peut renforcer, comme on l'a vu pour la taxation au niveau des multinationales, que ça peut inspirer et encourager en fait, ce qui se passe en Europe. Au contraire, il peut y avoir des choses intéressantes à creuser. Il y a toujours une ambiguïté, on en parlera tout à l'heure avec les grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a toujours une ambiguïté chez tout le monde, en l'occurrence, à faire un peu de mal aux grosses sociétés qui ont quand même un rôle de soft power important, qui sont, en l'occurrence, Uber c'est américain, DoorDash c'est américain. Est-ce que peut y avoir un sentiment, il ne faut pas trop leur taper dessus, parce que mine de rien, c'est quand même favorable au business et donc à l'Amérique en général. Vous pensez quoi là? Est-ce qu'ils sont susceptibles d'avoir des états d'âme ou que l'idéologie, au bon sens du terme, le cas échéant, social de l'administration Biden va emporter tout sur son passage et imposer des normes qui seraient plus... Il y a déjà un point, je pense, qui est important, qui distingue les États-Unis de ce qui se passe en Europe, et en particulier en Europe continentale, c'est que le droit ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup par de la loi préalable, là où vous avez le rôle de la jurisprudence est beaucoup plus important aux États-Unis. D'ailleurs, ce qui s'est passé autour de Uber, on l'a vu aussi au Royaume-Uni, venait beaucoup plus de... Au Royaume-Uni, c'est un jugement, effectivement. Oui, c'est un jugement. Il y a quelques semaines. Et en fait, le droit se construit en marchant, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça, c'est difficile de le voir en termes de source d'inspiration, parce que c'est aussi une manière de faire la loi, et ça n'est pas indifférent. Maintenant, sur votre question sur le business,
je pense qu'il n'y aura pas forcément d'état d'âme. Tout dépend de est-ce que Uber, c'est quelque chose qui est exportable. Alors, le modèle Uber est exportable, mais est-ce qu'il est exportable dans les mêmes conditions de relations sociales entre les différents pays? Après, c'est aussi une incitation à ce que Uber trouve un autre, enfin Uber ou les autres, oui, trouve un autre modèle économique qui soit un peu plus cohérent. Donc c'est plus, je pense pas que ça soit quelque chose qu'ils ont vu comme étant comme cassant le business, que comme plutôt cherchant à l'inciter à changer son modèle économique, à avoir un modèle économique qui se trouve aussi plus redistributif, et c'est en réalité assez en ligne avec la tonalité générale du discours de Biden, me semble-t-il. Bon, ça marche ou pas le ruissellement économique Non. Pour reprendre ce qu'il a là, il a été clair, il a dit le ruissellement, la théorie du ruissellement, ça n'a jamais marché. C'est Joe Biden qui l'a dit. Ouais. Ça marche dans certains cas, peut-être. Voilà, oui, en fait, il y a des trucs. Par exemple, un des dérivés du ruissellement, c'est la courbe de l'affaire. Ouais. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 100%, quand vous mettez une taxe à 100%, vous récoltez zéro, parce que tout le monde fait de l'évitement. Donc, il y a un optimum entre l'argent perçu de l'impôt et le taux marginal de l'impôt. Exactement. Le tout, c'est de trouver le bon optimum, la bonne acceptation sociale de l'équilibre. Et c'est ça, c'est une construction. L'impôt, c'est une construction. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'impôt, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ça sert à une chose. Ça sert à déployer les choix de politique économique que l'on veut faire, les choix de dépenses. L'impôt, c'est un moyen de financer. Ouais. C'est ça, en réalité. C'est par la dépense que l'on fait, que l'on déploie sa politique économique normalement. Bon, on va passer sans transition, enfin avec une transition, parce que c'est la poursuite du même sujet. Juste après la pause, on marque une très courte pause. Donc, restez avec nous, on parlera de ces très grosses entreprises, notamment la Big Tech, les GAFA, avec le niveau un peu qui commence à devenir un petit peu dingue, à la fois de chiffre d'affaires et surtout de profitabilité. Qu'est-ce que ça pose comme question économique notamment? C'est tout de suite, restez avec nous. Retour dans Late et Smart. Merci de rester avec nous. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser aux super profits. Cette semaine, c'était donc les 100 jours de Joe Biden avec son discours mercredi soir, voilà, son nouveau plan Family's Plan. Et puis c'était à Wall Street, en tout cas du point de vue des entreprises américaines cotées, une semaine de publication des résultats trimestriels avec notamment toutes les grosses entreprises de technologie, ce qu'on appelle les GAFA, ce que les Américains appellent plus souvent la Big Tech, avec des chiffres absolument époustouflants en termes de croissance et de profit. Hier soir, je crois que c'était Amazon avec une croissance à 40%, quelque chose comme ça, un profit qui fait x3 à 8 milliards, un peu plus de 8 milliards de dollars, ou peut-être quasiment 9 milliards de dollars sur 3 mois. La veille, c'était Apple, là encore, chiffre d'affaires qui explose, un profit absolument dingue sur 3 mois, 23 milliards de dollars sur 3 mois. C'est le chiffre d'affaires de L'Oréal, qui est pourtant une multinationale sur un an, quasiment. La veille encore, c'était Google. Google, là aussi, très forte croissance du chiffre d'affaires et des profits. 18 milliards de dollars de profits sur 3 mois. Donc on part sur des entreprises. Apple, probablement l'année prochaine, ils feront plus de 100 milliards de profits dans l'année. Alors ça donne quoi? Si vous regardez, ça donne une envolée. C'est cohérent avec l'envolée de toutes ces valeurs en bourse observées depuis des mois. Regardez ce graphe et ce commentaire d'un observateur de Wall Street. 7,5 trillions, donc 7500 milliards de dollars. C'est la valorisation boursière combinée de 4 entreprises. Alors, c'est pas exactement c'est 4 parmi les GAFAM, donc c'est Apple, Microsoft, Amazon et Google. C'est plus que le PIB de n'importe quel pays dans le monde, sauf les États-Unis et la Chine. 2200 milliards de capitalisation boursière pour Apple, 1900 1800 et quelques pour Amazon et pour Google, 1600 pour Microsoft, non, 1600 pour Google et 1800 pour Microsoft. Ça donne des milliardaires, forcément, ces valorisations boursières. J'ai appris un nouveau terme, c'est les centibillionaires. Alors, c'est en anglais, On a appris qu'ils étaient 8, ça y est, maintenant, il y a 8 personnes dans le monde qui ont donc, en fortune personnelle, enfin professionnelle, c'est des actions pour l'essentiel, plus de 100 milliards de dollars de fortune, que les Américains, que de la tech, sauf M. Arnault, notre fierté nationale, les troisièmes, Bernard Arnault, à la tête et premier actionnaire de LVMH. Sinon, c'est Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page et Sergey Brin, chacun, ils sont tous les deux les cofondateurs de Google, Warren Buffett, qui avait longtemps été pendant des décennies l'homme le plus riche du monde. Il ne l'est plus, il est toujours dans la course. Et voilà, donc ces chiffres, ces profits notamment, parce que le chiffre d'affaires c'est une chose, mais les profits, ça entraîne quoi aussi? On en parlait hier dans l'émission, ça entraîne, les boîtes ne savent plus quoi faire de leur argent.
donc pour que leurs actionnaires en profitent, et c'est pas forcément absurde du point de vue, en tout cas du capitaliste. Il y a beaucoup de rachats d'actions aux États-Unis. En publiant ses résultats, Apple a annoncé 90 milliards de dollars de rachats d'actions. La veille, Google avait annoncé 50 milliards de dollars de rachats d'actions. Bref, ça pose beaucoup de questions. Ces entreprises multimilliardaires, non seulement en chiffre d'affaires, mais maintenant en profit. Alors, on peut s'attaquer aux entreprises. Je termine là, je suis très bavard. Madame Vestager a annoncé ce matin qu'il fait une nouvelle action en justice contre Apple pour abus de position dominante dans le domaine de la musique cette fois-ci. Notre conclusion préliminaire a-t-elle tweeté, Apple est en breach, en rupture de la règle concurrentielle européenne. Il faut faire quoi avec ces entreprises, Denis, qui gagnent et non seulement, avant on disait elles ont un chiffre d'affaires supérieur au PIB de nombreux pays, mais maintenant elles ont un profit supérieur au PIB de nombreux pays. Enfin, en tout cas, on y va. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles ont une puissance absolument dingue. Est-ce que ça pose des questions économiques ? Oui, bien sûr, ça pose des questions économiques, ça pose des questions la première, c'est celle que vous avez évoquée, qu'est-ce qu'elles vont en faire. Et le rachat d'actions, c'est quand même avant tout l'idée qu'il y a presque une absence de projet, par certains côtés, ce qui peut apparaître totalement ahurissant quand on parle de ce type d'entreprise, mais le rachat d'actions, c'est la dernière des choses que fait une entreprise, a priori. En tout cas, elle se dit, c'est ce qu'on disait hier dans l'émission, elle se dit, elle va redistribuer l'argent à ses actionnaires, il va peut-être être alloué à d'autres investissements projets plus efficaces par rapport à, effectivement, elles n'ont pas besoin d'autant. Voilà, c'est surtout que ça veut dire c'est surtout que c'est un trésor de guerre qui se façonne. Et donc la question est de savoir quels sont justement les axes stratégiques qu'ils veulent déployer, et dans ce cas, quelles sont les entreprises qui peuvent devenir des cibles. Et notamment, il y a beaucoup d'investissements dans le domaine de la monnaie, dans le domaine de la gestion des flux monétaires. Et donc, est-ce que des achats dans le système bancaire n'est pas quelque chose qui est envisageable, parce que il y a une force de frappe qui est absolument dingue. Jusqu'à présent, les achats d'entreprises par les GAFA peuvent prendre beaucoup l'aspect de killer acquisition, c'est-à-dire j'achète une entreprise pour éviter qu'elle ne se développe et qu'elle ne devienne mon concurrent. Mais vous pouvez aussi avoir des achats qui vont se faire sur des banques de réseau, par exemple, qui peuvent déployer un actif tout à fait stratégique pour des GAFA et qui ont aujourd'hui les capacités à pouvoir investir. Donc la question, c'est déjà de savoir ce qu'ils envisagent faire de ces super profits. J'ai du mal à imaginer qu'ils ne vont faire que racheter leurs entreprises. Et puis leurs actions. Une autre incidente, il y a encore 2 ans, on parlait de la confrontation GAFA-BATX. C'est quand même très intéressant de voir combien cette interrogation, elle a totalement disparu du paysage. Ok, on voit tout à fait les résultats, et ça donne le tournis, ces chiffres, évidemment, c'est totalement ahurissant. On voit les chiffres qui montent du côté des GAFA, et dans le même temps, on parle de Jack Ma en prison, Tencent qui commence à... il y a le parti qui commence à faire les gros yeux sur Tencent, une des BATX avec Baidu et Xiaodu, qui était une des composantes. Donc, dans ce jeu aussi, entre États-Unis et Chine... Xiaomi. Dans ce jeu entre États-Unis et Chine, on a l'impression qu'il y a quand même plutôt un camp qui est en train de se dégager si les super profits sont la marque des vainqueurs. Votre commentaire d'économiste, Mathilde, juste sur ce constat de ces super profits, ces hyper profits maintenant. Vous l'avez dit, c'est des choses qui font mal à la tête. Et à nouveau, on se retrouve un peu ce que je disais en début d'émission, on se retrouve avec un manque d'outils, à la fois pour mesurer ce que créent ces entreprises, comment elles travaillent, et puis aussi pour les imposer. C'est une question qui se pose aussi, qui s'est largement posée de taxer les GAFA en France. Dans le discours de Joe Biden, il y fait référence aussi. Donc il y a toute une réflexion à avoir plus globalement. Elles viennent challenger justement la pensée économique. Elles viennent amener à repenser complètement la manière dont on analysait les entreprises avant, leur fonctionnement, la manière de mesurer la richesse, la manière d'imposer cette richesse. Voilà. Alors c'est notamment, effectivement, ce que vous dites, c'est que c'est plutôt un argument favorable aux hausses d'impôts sur les sociétés aux États-unis. En tout cas, ça pousse à la réflexion. En tout cas sur celle-là. Ouais. Il y a un truc étonnant qui est spécifique à l'univers de la technologie. C'est pas pour rien que c'est dans cet univers-là, encore une fois, il y a le VMH qui se glisse là. Tant mieux pour la France. Mais c'est qu'on est en termes de modèle de croissance on est dans une théorie
rendement croissant, pardon, cherchez mon terme. Ouais. Excusez-moi. Alors, typiquement, dans l'industrie, on a appris la logique des rendements plutôt décroissants. Là, on est dans une logique de rendement croissant parce qu'effectivement, plus on grossit, plus on est efficace, compte tenu de la nature technologique de notre offre de produits ou surtout de services. Et ça remet en cause quand même pas mal la théorie économique. Et du coup, ça challenge encore plus l'idée de qu'est-ce qu'on en fait de ces boîtes et donc de ces profits. C'est l'économie de réseau, où en fait la valeur d'une entreprise progresse en fonction, c'est le carré de l'évolution de la taille du réseau qui fait l'évolution de la valeur de l'entreprise. C'est aussi ce qu'on appelle l'économie des superstars, où c'est-à-dire qu'on va se winner takes all. Le winner takes all. C'est vraiment le gagnant emporte toute la mise. C'est ça, c'est le numérique est de toute façon quelque chose qui va vous pointer vers un nœud. Et donc si vous êtes situé à ce nœud, bien c'est vous qui captez toute la valeur. Donc il y a bien l'effet de dimension de taille qui en fait est un processus qui est cumulatif et donc on passe effectivement dans une logique économique qui est totalement différente de celle que l'on avait dans l'économie industrielle que l'on connaissait, qui est désormais celle des rendements croissants. Ça, c'est un effet qui est purement de nature technologique, purement de nature réticulaire. Ce sont les réseaux qui expliquent. Je crois que vous êtes docteur en économie industrielle. Maintenant, il faut créer l'économie technologique. Il faut se remettre à jour, mais complètement, parce que ça pose des problèmes. Effectivement, si on a tant de soucis, vous en avez parlé en termes d'autorité de la concurrence, pour gérer cette concurrence-là, c'est que on n'a plus les outils non plus pour gérer la concurrence dans un contexte comme celui-là, où on a des super entreprises. Et on l'a dit, c'est des entreprises qui vont maintenant avoir même presque plus de pouvoir, parce que plus de richesse que certains États. Comment leur imposer une certaine taxation, par exemple, alors qu'elles ont ce niveau-là de puissance? Est-ce que c'est forcément mal? Parce qu'encore une fois, voilà, il ne s'agit pas de désigner des méchants capitalistes, mais est-ce que c'est forcément mal? Alors, du point de vue du consommateur, il est très content de ces smartphones Apple. Et du niveau d'innovation. Il est très content, manifestement, de pouvoir passer sa journée sur Facebook ou sur Google, d'acheter ses produits sur Amazon, d'aller sur le cloud de Microsoft. Personne ne force les clients de ces entreprises à utiliser les services de ces entreprises. Donc, est-ce que c'est forcément mal ces super profits, même si ça interpelle les citoyens qu'on est compte tenu des montants, mais... La question qui se pose, c'est est-ce que ce qui fait la valeur du réseau est justement rémunéré? Par exemple, ce qui fait que vous allez vous intéresser à un réseau particulier, c'est que vous avez accès à de la production de médias, à de la production audiovisuelle ou à de la production de presse-papier par l'intermédiaire de ce média. Est-ce que vous avez une rémunération de ce qui est l'apport véritable? Où est-ce qu'on va situer la valeur entre celui qui met en relation et celui qui apporte le contenu? C'est bien une question de répartition à l'intérieur de l'ensemble d'une chaîne de valeur. Pour l'instant, la répartition, elle se fait en fonction de celui qui tient les tuyaux et pas forcément en fonction de celui qui apporte le contenu. C'est là que se pose véritablement le rééquilibrage. Ça pose plein de questions. Il y a des gens qui disent qu'effectivement, on devrait rémunérer tous les services gratuits, on devrait être payé parce qu'on met à disposition nos données individuelles. Effectivement, ça, on le fait sciemment. C'est susceptible. Oui, non, mais du coup, c'est susceptible de réinventer la théorie économique. On parlait en tout cas appliqué à ce type d'entreprise, soyons modestes. On parlait de Mme Vestager qui ouvre une nouvelle action contre Apple. C'est pas la première. Il y a de nombreux chantiers. Il n'y a pas qu'en Europe, aux États-Unis aussi. Il y a beaucoup d'actions en concurrence contre ces GAFA. Est-ce que les autorités de la concurrence sont la principale réponse, selon vous? Parce que vous dites qu'il n'y a pas les outils, mais on a quand même les outils. Après, c'est peut-être plus compliqué à apprécier la concurrence, mais on a quand même les outils. En tout cas, dans les autorités qui sont chargées de réfléchir à ça, est-ce que c'est la principale réponse, les questions des autorités de concurrence, à la force de ces entreprises et à leur puissance? Il y a deux modes de réponse. Soit effectivement, ça va être les autorités de la concurrence avec derrière les États et la politique publique. Après, sinon, il y a effectivement le consommateur aussi qui doit adapter aussi sa consommation en une toute connaissance de cause. On évoquait les possibilités effectivement de rajouter de la richesse aux données que l'on donne en accès. La deuxième force de pouvoir, ce serait effectivement les consommateurs. Je ne vois pas d'autres... Il y a notamment
effectivement, sur les killer acquisition, où là, c'est quelque chose, c'est un outil à développer dans la palette de la politique concurrentielle, sur cet aspect de ne pas pouvoir acheter des entreprises, en réalité, pour les démanteler, et donc empêcher la formation d'une concurrence. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de marchés où, en fait, les entreprises se développent parce qu'elles sont en capacité de développer en même temps leurs concurrents. Là, on est sur quelque chose qui est totalement inversé, où je vais, au contraire, lessiver mes concurrents. Donc, parmi les outils de la politique de concurrence, cet aspect-là est un aspect qui est tout à fait important. Et puis, on le voit par exemple aux États-Unis, où Google, en fait, n'a pas 95% des parts de marché sur les moteurs de recherche, mais il en a 70%. Moins que chez nous, effectivement. La part de recherche de Google et la part de marché de Google est plus faible aux États-Unis qu'en Europe. Parce que c'est un seuil. En France. C'est un seuil de la politique de concurrence où si vous êtes au-delà de 70%, vous êtes en position ouverte de monopole. Et donc, il n'y a pas d'expression de concurrence. Donc, Google fait tout pour encourager ses concurrents sur le marché américain, mais pas sur le marché européen. Alors, j'ai dire frosté. Excusez le néologisme, il y a des pays où effectivement il n'y a pas les GAFA, parce que vous citiez les BATX, donc effectivement en Chine, on a l'équivalent de GAFA en Chine, puisque du coup ils ont interdit effectivement la pénétration de ces entreprises américaines sur le marché, donc il y a le Twitter chinois, il y a le Amazon chinois, il y a le Google chinois, etc. Dans certains pays ailleurs aussi, en Russie, c'est à peu près le cas, effectivement un pays aussi autoritaire, c'est pour ça que je vais dire désaffrosté. En Pologne, il y a un Amazon polonais qui effectivement, le Amazon n'est pas en Pologne, donc du coup il y a eu un leader qui s'est coté à la bourse de Varsovie il y a quelques semaines, on avait parlé dans l'émission, qui vaut très cher, parce que précisément dans les pays où soit ces GAFA ne se sont pas développés, soit où on leur a interdit de se développer, du coup on a créé l'émergence de champions nationaux. Est-ce que ça ne peut pas donner des idées, éventuellement de mauvaises idées, justement par rapport à ça? On parlait de protectionnisme tout à l'heure, est-ce que on ne peut pas faire la jonction entre les deux comme élément de réponse, à côté de la réglementation concurrentielle qu'on évoquait, parfois est un peu plus sévère. Alors c'est pas dans notre culture, a priori ça n'a pas que des effets positifs, mais si l'acteur national qui se développe, si les politiques prenaient ce type de dossier, on pourrait imaginer qu'ils puissent proposer ça. Tout le monde n'est pas libéral. Oui, mais vous pouvez imaginer redévelopper le Minitel face à des solutions de smartphone. Bon, tout dépend de l'efficacité, de la capacité à répondre aux attentes des consommateurs. Mais les Chinois, ils ont développé des trucs qui sont aussi bien que les trucs américains. Exactement. Mais est-ce que le Amazon polonais, je ne sais pas ce qu'il vaut, est-ce que véritablement il répond aux aspirations de ce qu'apporte Amazon par la diversité de contenu, par la diversité de biens, de services que peut proposer Amazon, et avec la vitesse de livraison. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est efficace. C'est ça à la fin aussi la valeur, elle est là. Ils sont efficaces dans le schéma de logistique. Ils ont su bien identifier où était le nerf de la guerre pour leur domaine d'activité. Est-ce qu'on sait être aussi efficace dans d'autres solutions? Est-ce qu'il faut craindre, Mathilde, qu'il y ait un certain protectionnisme qui émerge, notamment, et qui puisse conduire à limiter ce type de produits, au contraire, de produits et services, ou au contraire le souhaiter, ou est-ce qu'il vaut mieux juste, effectivement, répondre en faisant aussi bien, ou voilà. Qu'un certain protectionnisme se développe dans l'actualité qu'on connaît, ça ne serait pas étonnant. En une période de crise, forcément, il y a cette tendance de se crisper un petit peu. Donc, effectivement, il peut y avoir une crainte. Après, on peut voir qu'il y a des solutions alternatives qui s'ouvrent un petit peu, qui peuvent être, en tout cas, sans faire une concurrence totale, mais qui peuvent apparaître comme une solution complémentaire pour ne pas être complètement dépendant de ce type de service proposé par l'extérieur. Ça peut être intéressant aussi de les voir se creuser et de les voir challenger aussi les dominants derrière. Est-ce qu'on peut imaginer, je reviens à l'impôt, des super impôts pour super profits, ou est-ce que ce ne serait pas très constitutionnel que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique? Je ne sais pas. Il y a des exemples, il y a eu des... En fait, les exemples, ils sont plus passés par les démantèlements quand il y avait des positions dominantes. Enfin, c'est la loi antitrust américaine, qui est l'exemple auquel on va tout de suite penser. C'est plus ça qui peut être efficace que véritablement l'impôt. D'autant qu'aujourd'hui, risque d'être un peu compliqué, me semble-t-il, de mettre en place une taxe numérique en Europe au moment même où justement les Américains vont peut-être changer leur mode de fiscalisation sur ces super profits. Et notamment, les Américains sont revenus dans le jeu de la définition d'une taxation internationale. C'est une négociation. Oui, ce que nous rappelait Mathilde tout à l'heure. Oui, c'est vraiment le serpent de mer que l'on a à l'OCDE. Et
mettre une taxe numérique là-dessus, est-ce que ça ne va pas venir se conflicter avec cet objectif de remettre véritablement Oui, ça peut être la même taxe, mais... Ça peut être la même taxe, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que les États-Unis envisagent véritablement une taxation qui prenne en compte les profits réalisés à l'étranger. Le démantèlement au sens séparation en plusieurs entités, ce qui n'est pas toujours évident, hein, mais de ces grosses entreprises, est-ce que ça peut être, ce qu'évoquait Denis, c'est une solution aussi par rapport à, ou une solution en tout cas une piste, par rapport à la question de ces hyper-profits? Moi, ça me semble compliqué sur ce type d'entreprise, quelque part. C'est pas, à nouveau, c'était quelque chose qui pouvait potentiellement se faire dans une économie industrielle telle qu'on pouvait la connaître avant. Face à ces entreprises-là, c'est compliqué de passer par un démantèlement tel qu'on a pu les connaître jusque-là. C'est-à-dire que le chemin de fer, il y a un peu plus d'un siècle, c'était facile, on disait, voilà, on faisait par territoire géographique, hein, le démantèlement, voilà, le pétrole, pareil, AT&T, début des années 80, ça a aussi été fait sur des bases géographiques aux États-Unis, avec la constitution les Baby Bells, là, voilà, là, tout est imbriqué, on est dans l'univers numérique, tout est imbriqué. Tout est imbriqué, donc c'est plus compliqué. Donc les outils, sont plus adaptés, on n'est plus sur les mêmes politiques. Sauf qu'Apple, il y a du hardware, il y a des produits, et puis il y a du service, effectivement, il y a l'App Store et tout ce qui est avec. Madame Vestager s'attaque à Apple Music. On pourrait considérer qu'il y a une entreprise qui fabrique des choses, une entreprise qui propose des services, qui en tout cas est une plateforme. Il y a des pistes. Mais c'est vrai que la valeur, elle s'est logée beaucoup plus dans les services, et c'est surtout dans la cohérence du service qui est apporté. Le fait que vous avez... c'est ce que disent les patrons de ces entreprises, c'est qu'elles font un démantelable parce qu'effectivement, elles sont totalement imbriquées. Et ce faisant, est-ce que vous n'allez pas perdre toute la valeur dès lors que vous commencez à enlever quelques-uns des éléments? Donc il y a peut-être déjà une première piste qui est effectivement de plus distinguer le hard du soft, mais ça, d'une certaine manière, ils l'ont déjà fait. Parce que Apple n'est quand même pas le producteur principal de l'outil. C'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a développé, c'est pas forcément lui qui le produit. Donc c'est bien de savoir qu'est-ce qui, à la fin, vous fait perdre la cohérence, la pertinence de la solution qu'apportent ces entreprises. Ouais, c'est pas simple quand même. Pour ça, la tendance, ces boîtes, elles continuent à afficher et à progresser. Bon, tant mieux pour elles. Et leurs actionnaires. Il reste 5 minutes. C'est l'after. On va balayer. On va commenter deux petits sujets, rien à voir. On va commencer par partir en Chine. On part en Chine, disais-je. Je voudrais vous faire commenter ce papier du Financial Times. C'était il y a 2 jours, mais j'y tenais. La Chine est en train de reporter va bientôt annoncer le premier déclin de population en 5 décennies. Le Falling Population is a real challenge for China, nous dit ce commentateur. Alors, de fait, les chiffres auraient déjà dû sortir, les chiffres fin 2019. Ils ne sont pas sortis encore, contrairement à ce qui était prévu, parce que, comme il s'agit d'annoncer pour la première fois une baisse de la population, ce n'est pas totalement neutre, et politiquement et économiquement, pour la Chine. Donc on imagine qu'ils réfléchissent bien à tout ce qu'ils vont dire autour, voir s'ils vont bidonner ou pas les chiffres. C'est économiquement parlant, c'est assez majeur pour une entreprise comme la Chine, pour un pays comme la Chine, dont la croissance économique a été concomitante avec la croissance de sa population. C'est toujours aujourd'hui le pays la population la plus importante dans le monde. L'Inde risque de passer devant un de ces jours, mais pas encore. Les conséquences, c'est quoi les conséquences pour la Chine et puis pour nous indirectement, pour le monde, puisque c'est un poids lourd de l'économie mondiale maintenant, d'un premier déclin de population? Peut-être déjà deux choses sur l'origine. Vous avez dit, ça fait 5 décennies que ça n'a pas baissé. En fait, pourquoi est-ce que ça baisse? C'est parce que ce sont toujours des décisions de politique économique. La précédente baisse, c'était au moment du grand bond en avant et de la famine qui avait suivi. La deuxième baisse, c'est l'ombre portée de la politique d'enfant unique qui a été poursuivie pendant longtemps. Donc, même si elle est arrêtée, ses répercussions, sauf par définition. Voilà, forcément, ça percole pendant quelques temps. Sur la pyramide des âges. Tout à fait. Deuxième chose, ce qui est plus signifiant, c'est pas tellement la population que la population en âge de travailler. Or, celle-ci, elle décroît depuis 2012. Le pic, il a été atteint en 2012. La population âgée de 15 à 64 ans, qui est celle véritablement en capacité de produire. Donc, on est déjà passé dans le moment du vieillissement de la population, où vous avez un ratio de dépendance. Donc le rapport entre les personnes qui sont en retraite et celles qui sont en âge d'activité, ce ratio se dégrade. Donc la Chine est déjà rentrée dans le vieillissement. Elle le fait à une vitesse absolument incroyable parce que précisément, elle est en train de payer le prix de la politique d'enfant unique qui a été maintenue très longtemps.
Est-ce que y a cette crainte, je crois, est-ce qu'effectivement la Chine est susceptible de devenir vieille avant de devenir riche? Alors pas riche en tant que pays, riche en tant qu'effectivement au niveau des individus, et du coup d'un point de vue politique, pour les dirigeants du parti, eux, ce qu'ils veulent quand même à la fois pour leur pays et puis pour maintenir le système, c'est que la population en profite en termes de richesse. Du coup, il y a une petite course entre le vieillissement d'un côté et l'accroissement de la richesse de l'autre. Il y a plusieurs choses qui vont sortir de tout ça. Peut-être une chose quand même à avoir en tête, c'est que si la Chine a moins d'enfants et que les taux de natalité sont plus faibles, c'est aussi parce que déjà la Chine a évolué vers quelque chose de nouveau, où on a des femmes qui sont plus indépendantes et qui du coup vont aussi prendre des décisions. Donc c'est aussi des choses qu'il faut avoir en tête en termes d'évolution d'un pays et de liberté de sa population. Est-ce que c'est pas aussi ça des choses à prendre en compte avant même l'atteinte d'une richesse pécuniaire quelque part du pays à voir, et tout ça s'imbrique. On a envie de voir ce que ça va devenir, de voir quels seront les impacts pour la Chine et son économie directement. Allez, pour terminer, rien à voir, on revient en Europe. Ce petit tweet de Madame Lagarde, la patronne de la BCE, qui commentait la nomination de cette personne, Irène Imscherk, donc la nouvelle chef du Climate Change Center, et Christine Lagarde va faire un tweet de bienvenue qui explique qu'effectivement que son expérience ce sera la bienvenue pour renforcer notre rôle, le rôle de la BCE, dans la lutte contre le changement climatique, within our mandate. Dans le cadre de notre mandat, c'est le point important. Est-ce que c'est dans le mandat et dans le rôle de la Banque centrale de s'occuper de climate change, Mathilde? À nouveau, ça revient à des choses qu'on a déjà dites, c'est que l'économie aujourd'hui ne peut plus ne pas prendre en compte différents aspects de l'économie, le développement numérique, le développement écologique, évidemment. Ça amuse toujours parce que la BCE intègre toujours les choses dans le cadre de son mandat avec des contraintes du coup très importantes. C'est intéressant à faire à suivre. Forcément, elle sera confrontée à des contraintes en Europe importantes parce qu'on l'a dit, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des pouvoirs très très importants, qui n'ont pas du tout envie de voir une réflexion écologique intégrée à des institutions aussi importantes. Donc, faudra attendre de voir aussi si le but c'est de faire un peu un greenwashing de nos institutions européennes ou si effectivement il y a une volonté importante et est-ce que cette personne aura du pouvoir dans le cadre de l'institution européenne. Denis, comment la BCE peut-elle être verte et est-ce que c'est son rôle? Enfin, tout le monde ne le pense pas. Hein. Il y a un débat sur le sujet. C'est pour ça que Mme Lagarde, elle prend effectivement à chaque fois, c'est within our mandate, parce qu'elle sous-entendu, elle ouvre le parapluie. Mais même le within our mandate n'est pas évident sur la question de la préoccupation écologique. De toute façon, ça fait partie de la ponctuation. Oui, quasi. Donc, toutes les phrases, c'est within our mandate. Exactement. Normal. C'est dans leur mandat, du coup. En fait, on est vraiment dans le moment où la BCE fait sa revue stratégique. Quelles doivent être les orientations, qu'est-ce qui va dicter ces choix de politique monétaire. Et donc, on sait que l'enjeu environnemental est quelque chose qui monte assez fortement, de mettre une couche verte. Mais cette couche verte, elle n'a de sens qu'à partir du moment où on sait bien identifier ce qu'est un investissement vert. Et là, il y a en ce moment la définition de la taxonomie à l'échelle de la Commission européenne, où on essaie de bien dire ce qu'est un type d'investissement qui serait éligible. La BCE ayant notamment une action qui est celle de contrôler le système bancaire européen, il y a aussi une forme de cohérence, si vous voulez, entre le développement d'un côté de la taxonomie et de l'autre côté un développement d'un mandat peut-être un peu plus vert. Il y a une cohérence entre ces deux actions et que la BCE joue un peu son rôle de contrôle de la solidité du système financier et de sa capacité à répondre aux enjeux sociétaux. Et pour le gouvernement français, l'enjeu de la définition de cette taxonomie, c'est la question du nucléaire, prise en compte ou pas, évidemment. C'est un autre débat. Tout à fait. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous. Très bonne soirée, très bon week-end. Et on se retrouve lundi, même heure, même adresse sur Bismart. Bonne soirée.